Alors, comment s'est passée cette première phase de découverte du sujet, au-delà du document qui était envoyé en amont pour choisir ce projet? Qu'est-ce que vous avez pu échanger avec l'entreprise en termes de périmètre, en termes d'attente, en termes de compréhension du contexte? Qu'est-ce que vous en retenez? Entreprise, étudiant, hein, les deux. Ça permet de découvrir, ok, l'activité, ouais. Comprendre leur process, c'est intéressant. Merci. Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai pu observer dans la plupart des groupes. Il n'y a pas d'entrepreneurs ou très peu d'entrepreneurs qui sont représentés en termes de profil. Qu'est-ce que fait un entrepreneur? Il prend un sujet, il s'en fout du contexte, il regarde les enjeux. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la plupart des groupes? Je veux comprendre le contexte, je veux comprendre le process, je veux comprendre les étapes. Bref, on a des chefs d'orchestre et des innovateurs qui essayent de faire les entrepreneurs. Et c'est OK. Mais vous connaissez tous dans l'entreprise des entrepreneurs, ils arrivent, c'est souvent des dirigeants ou des gens qui s'occupent de la finance, par exemple, pour être caricatural, ils arrivent, c'est quoi le budget? Combien t'as pas? Ils ne te posent pas d'autres questions, ils ne cherchent pas à comprendre. Ça fait peur. On a besoin de cette énergie au début pour vite décider de s'il faut agir ou pas sur ce sujet-là. C'est l'énergie de l'entrepreneur. Et c'est ce que tu as dit. C'est quoi les parties prenantes? C'est quoi leurs attentes? Et c'est normal, et je voulais juste qu'on rentre là-dedans, qu'on a démarré en tant que chef d'orchestre et d'innovateur. On veut comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi les différentes étapes? Mais ce n'était pas vraiment les consignes qui sont données. Alors rassurons-nous, on va voir le chef d'orchestre juste après, où on va cartographier le processus. Il faut un minimum de contexte, j'en conviens. Et en même temps, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce que je veux faire? Ça vous parle? Dans l'attitude qu'on a en tant qu'équipe, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup d'énergie entrepreneur, du moins pas au même niveau que le reste. Donc on n'a pas ce réflexe. Et ce réflexe-là, si on ne l'a pas assez, on peut rater les projets les plus importants, on peut rater les plus gros enjeux et quelque part passer du temps sur quelque chose qui n'est pas le plus fondamental et le plus important. Alors on va voir le troisième outil de l'entrepreneur, qui peut être utile justement, qui est le business case. On en a tous plus ou moins fait, d'une manière ou d'une autre. Et on va voir en quoi sur notre projet, au fait, c'est quoi le business case de ce projet? On y va ou on n'y va pas? Ou on y va sur quel enjeu? C'est-à-dire que le temps qu'on va investir au-delà de cette journée, des 4 jours sur le terrain, est-ce qu'il est utile ou pas? Alors le premier sujet, c'est que... Alors là, je l'ai fait sur les AIC. C'est pour donner un exemple. Les AIC, c'est quoi? Vous savez, c'est ces rituels de management, ces management visuels qu'on fait de manière régulière en équipe. Et souvent, le business case, c'est une demande qu'il y a dans beaucoup d'entreprises. La RATP est en plein en train d'évoluer vers ce management visuel. Mais la plupart des entreprises qui découvrent, TCI aussi d'ailleurs, on en déploie pas mal dans les sites de production, on a envie de faire du management visuel, mais on n'a pas forcément regardé le business case. Est-ce que ça valait le coup d'y aller? Est-ce que c'était vraiment utile ou pas? Donc on va prendre ce cas d'école qui est intéressant en termes de réflexion. L'animation intervalle court, c'est boucle de management. On part d'une attente. Une attente, c'est quoi? La plupart des managers rêvent d'avoir une équipe qui fonctionne bien, qui est fédérée et qui atteint ses objectifs. C'est un rêve. Et pourtant, il y a un vrai écart avec la réalité. C'est quoi le vrai écart avec la réalité? C'est que la plupart des équipes, c'est pas du tout ça. Quel que soit le niveau hiérarchique, je peux vous dire même à haut niveau hiérarchique, il y a pas mal de gens dans les comités de direction, dans les comités de projet, dans les réunions d'équipe qui s'ennuient, qui sont sur leur ordinateur, sur leur téléphone. La réunion n'a pas toute son utilité. Donc ces temps partagés ne touchent pas un pourquoi qui est fort. Donc une des solutions, c'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup de changer nos réunions ou de rajouter des rituels? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et je vais inciter chaque équipe à trouver l'endroit de toucher à un rituel managérial. Quand je dis rituel managérial, c'est le manager avec son équipe. Si c'est un processus comme à la RATP, comment est-ce que vous pourriez faire un rituel transverse sur l'ensemble du processus? C'est plus fort d'arriver à faire un rituel transverse entre différentes équipes, parce que c'est pas une équipe hiérarchique, donc c'est plus difficile à faire, mais ça peut avoir des vrais gains. À Tessie, à l'encaissement, il y a un rituel transverse qui a été mis en place par Bertrand Flotté entre les équipes informatiques et les responsables de prod. Donc, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis juste, réfléchissons à une animation intervalle court qu'on va mettre en place. Mais avant d'y réfléchir, il faut voir si ça vaut le coup de le faire. Alors, comment est-ce qu'on fait un business case? C'est pas compliqué. Si je prends une réunion ou un temps partagé en équipe de manière régulière, il y a deux manières d'estimer la valeur ajoutée. Il y en a une qui est très sur le quoi, l'efficacité. Est-ce qu'on prend des décisions?
Est-ce que le temps qu'on a utilisé, ça a été vraiment un partage d'informations? Est-ce qu'on met en place des actions? Est-ce qu'il y a des résultats? Donc ça, c'est l'hémisphère gauche, performance. Et l'hémisphère droit, c'est est-ce qu'on arrive à se partager ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a une fluidité? Est-ce que l'énergie, elle remonte? Est-ce qu'on a envie de se retrouver ensemble? Plus difficile à mesurer quantitativement. Mais c'est les deux côtés qu'il faut mesurer. Là, c'est un exemple du business case sur les AIC. Sur votre projet, sur tous les projets qu'on a là, ce serait quoi le business case? On va voir ça. Alors, il y a une notion qu'on utilise beaucoup dans le lean, dans l'agilité, qui s'appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée d'une activité, c'est un grand débat, mais pour faire simple, c'est tout ce qui apporte de la valeur dans la transformation du produit, du service, de l'information ou de l'idée. Donc il y a des tâches qui vont être à plus forte valeur ajoutée que d'autres. Et on va avoir tendance à renforcer les tâches qui ont de la valeur ajoutée, à minimiser les tâches qui ont ce qu'on appelle une valeur ajoutée requise, comme le double contrôle, comme les normes, comme les reporting obligatoires qu'on ne peut pas vraiment réduire, juste pour informer, et éliminer au maximum les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc le lean s'est amusé à décrire quelles sont ces fameuses tâches sans valeur ajoutée. Il y en a 7, ce qu'on appelle les 7 gaspillages, que moi j'appelle le Tetris. Tout ce qui est transport, transport d'objets, tout ce qui est ergonomie, les mouvements des personnes, tout ce qui est temps d'attente, tout ce qui commence par re, comme reprise, rebut, retouche, refaire, tout ce qui est stock ou inventaire, tout ce qui est surqualité, je fais mais à un autre niveau, je suis ingénieur, j'adore me faire plaisir techniquement, mais ça répond pas aux besoins, ou tout ce que je fais en trop. Ça, c'est les fameux 7 gaspillages du lean qui sont que du quoi. Hein. Et dans le comment, il y a un gaspillage qu'on dit souvent, allez, c'est le 7 plus 1e gaspillage, si on n'utilise pas les talents des gens. Bah, ce gaspillage, c'est le plus grand, et de très loin, il est quasiment aussi grand que les 7 autres. Mais on l'oublie souvent. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens utilisent leurs talents, leurs compétences, est-ce qu'ils se sentent alignés avec leur travail, est-ce qu'ils mettent du pourquoi dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est un exemple qu'on ne va pas étudier là, mais je vous invite déjà à avoir ce regard, parce que quand on va aller voir le chef d'orchestre, on va identifier dans l'ensemble des activités quelles sont les activités qui ont de la valeur ajoutée et celles qui n'en ont pas. Et pour concilier les deux, vous avez d'un côté donc toute la valeur ajoutée, non valeur ajoutée requise, et de l'autre côté, vous avez comme par hasard plein de sciences en termes de management, de RH, de leadership, qui vous parlent de valeur. Et dans une des sciences, on parle d'échelle de valeur, ça veut dire qu'on est, en tant qu'individu, on a tous des valeurs hautes et des valeurs basses. Des valeurs hautes qui nous animent, qui nous motivent, et des valeurs basses qui nous animent moins, qui nous motivent moins. Et on demande aux équipes de mettre des tâches avec plus de valeur ajoutée, et ce serait bien de se poser en regard de ça, au fait, cette tâche, elle te motive ou pas? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que cette tâche te motive plus? Et la motivation est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle vient d'abord de l'individu. Ça nécessite d'en discuter avec lui et d'en parler avec lui pour trouver ses propres leviers de motivation. Et ça, on oublie de le faire sur le terrain. Donc la réflexion qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va se dire, dans les tâches qu'on va analyser, en tant que chef d'orchestre tout à l'heure, on va voir quelles tâches ont de la valeur ajoutée, mais on va voir aussi est-ce que les personnes ont vraiment envie de les faire? Est-ce qu'elles utilisent vraiment leurs compétences, leurs talents? Est-ce que ça les active pour pouvoir le faire? C'est l'autre question qu'il faudra regarder. Alors voilà un exemple de résultat sur une activité, un processus, une activité de production informatique, une activité en gare, par exemple en vente. Au fait, quelles sont toutes les actions qu'on fait qui n'ont pas de valeur ajoutée? Et aussi, quelles sont toutes les tâches ou toute la manière de faire qui n'a pas non plus de valeur ajoutée pour les gens, où les gens sont démotivés, où les gens sont frustrés, où les gens n'ont pas le sentiment de s'en sortir et que ce soit utile ce qu'ils font. Toujours pareil, hémisphère gauche, hémisphère droit, le quoi, le comment. Au même moment, faites pas l'un sans l'autre. Si vous faites que l'hémisphère gauche, les gens vont rejeter vos outils, probablement, vont pas se les approprier. Si vous faites que l'hémisphère droit, les gens verront pas leur lien avec leurs activités opérationnelles de terrain. Ça marche pas non plus. C'est un beau concept, mais qui est pas concret. L'autre, c'est pas un beau concept, c'est de l'action pure, mais on met pas de sens. Donc ça marche pas non plus. Donc l'action pour vous, sur le projet, alors je vais résumer juste dans cette page-là, qui résume tout, c'est de voir comment le processus fonctionne actuellement, comment l'équipe fonctionne actuellement, et qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat. Encore une fois, je reviens à l'entrepreneur, je sais qu'on est moins à l'aise, mais on va prendre 10 minutes, on est des entrepreneurs, on nous propose un projet, équipe entreprise, et on regarde les enjeux. Situation actuelle, le projet marche ou pas, combien ça nous coûte. Situation future, on va passer 5 jours de 4-5 élèves ou 6 élèves, ça coûte cher. Hein. Des personnes de l'entreprise qui vont aussi dédier du temps, comme aujourd'hui. Donc combien ça coûte?
Combien ça rapporte? C'est quoi le ROI? C'est quoi le retour sur investissement de ce projet? Posons-nous la question maintenant, sinon ça ne sert à rien d'y passer plus de temps. Pareil, là je l'ai fait hémisphère gauche, ROI, mais on peut faire le ROTI, le retour sur le temps, et je dirais même, je rajoute le et l'énergie qu'on va investir. On va mettre de l'énergie sur ce projet et du temps. Est-ce que ça vaut le coup d'aller approfondir ça? Est-ce que ça va vraiment apporter à l'entreprise et à moi en tant qu'individu faisant partie de ce projet? Prenons 10 minutes pour clarifier ce business case, et c'est promis, c'est le dernier outil de l'entrepreneur sur lequel on est moins à l'aise. Juste après, on passe chez le chef d'orchestre, on va faire que du processus, du contexte, de la compréhension, et donc là, on va tomber dans ce à quoi on est plus à l'aise. C'est parti? 10 minutes, c'est quoi l'enjeu du projet?